Monsieur le Président Jacques Chirac, Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Madame Chirac, autorités, Mesdames et Messieurs, c'est un grand privilège pour moi de recevoir le prix pour la prévention des conflits de la Fondation Jacques Chirac. Je remercie mon ami Michel Cantu pour les mots qu'il a prononcés à mon endroit. Je le remercie aussi pour les sentiments d'amitié qu'il révèle. Je remercie tout le jury qui m'a choisi, le président Chirac, sa fondation, et aussi je remercie pour ce cadre si beau et solennel qu'a été choisi pour la cérémonie, enrichi par la présence de beaucoup d'amis et d'importantes autorités qui m'honorent et que je remercie. Mes félicitations, cher ambassadeur, cher Lakhdar Brahimi, pour le prix spécial du jury que vous venez de recevoir. Vous n'êtes pas sans savoir, cher ami, l'amour et le respect personnel et de Sant'Egidio pour votre pays et l'estime pour sa diplomatie. Mais en particulier, je veux vous dire que le rapport qui porte votre nom a été un tournant, un document très important que nous avons lu et qui reste un tournant important non seulement pour, cela a été déjà dit, Madame la Présidente l'a dit, pour les Nations Unies, mais aussi parce qu'il a, pour nous tous, parce qu'il a essayé de trouver de nouveaux paradigmes pour la résolution et la prévention des conflits, là où il faut trouver, et vous n'êtes pas sans savoir combien cela est important pour Sant'Egidio aussi, une nouvelle synergie entre institutionnelle et non institutionnelle. Et bien sûr, cher Monsieur Brahimi, nous avons suivi toute votre activité au fil de ces ans. Je vous en remercie et je vous en félicite. Par cet acte, par l'acte de ce prix et de cette belle statue, est reconnu un travail et un engagement, celui de défendre la paix, de la protéger, de la préserver ou de la retrouver lorsqu'elle est perdue. Alors je veux vous dire quelque chose sur ce que c'est cette recherche, dans mon expérience, cette amitié à l'œuvre, comme vous avez dit, cher Michel. Au fil des ans, j'ai appris que la paix est le bien le plus précieux pour un être humain, une famille, une nation, un peuple. C'est vrai, les conflits sont nombreux et parfois incompréhensibles, inextricables. Cela peut décourager et conduire à l'immobilité. Mais en portant en soi l'atlas des douleurs du monde, on peut arriver à une ferme conviction. La paix est toujours possible. C'est une leçon qui m'a formé et qui m'a changé. Elle va à contre-courant, je le sais, d'une mentalité très diffuse, celle qui enseigne que lorsque les armes parlent et la haine règne, rien ou presque n'est possible. L'idée résignée qui prévaut aujourd'hui est que la guerre sera toujours la triste compagne de la vie de l'homme. Devant elle, nous sommes tous impuissants, fondamentalement impuissants. Mais la guerre, Monsieur le Président, chers amis, ne peut pas être simplement considérée comme un passage de l'histoire. En réalité, le conflit marque le déclin des peuples. Après une guerre, un homme, une femme, un peuple ne sont plus ce qu'ils étaient. Je l'ai vu en Afrique, je l'ai constaté aux Balkans et ailleurs. Derrière elle, la guerre laisse des traces profondes, au-delà des pertes de vies et de destruction. Des traces profondes dans l'esprit des peuples. Elle les corrompt. Elle endommage et détériore l'âme d'une nation, arrache de l'esprit de l'être humain ce qui caractérise son humanité,
ce qui caractérise fondamentalement son humanité, la volonté d'espoir et le désir d'avenir. En cela, à Sant'Egidio, nous disons que la guerre est vraiment la mère de toutes les pauvretés, justement parce qu'elle arrache cela de l'esprit de l'homme. Au cours du temps, le service de la paix est devenu pour moi une passion, nourrie de sympathie pour l'humain et pour son avenir. Je ne peux pas vous cacher que souvent, cette quête a été considérée naïve ou idéaliste. Elle est, en revanche, humaine. Un certain regard réaliste, parfois, fait croire qu'il y a des tournants de l'histoire où la guerre ne peut être évitée. Plusieurs conflits sont expliqués comme le produit inévitable d'une situation objective, indépendant de la volonté des peuples. Mon expérience, chers amis, est différente. C'est toujours une décision humaine qui est à l'origine d'une guerre. Et de ce fait, celle-ci peut être évitée ou changée. J'ai eu l'opportunité de parler à plusieurs chefs de guerre. Michel en a raconté quelque chose, de demander pourquoi ils avaient pris les armes. Et j'ai obtenu, comme vous pouvez l'imaginer, les plus diverses réponses. Mais surtout, j'ai appris une chose. Cette terrible décision n'est jamais simple. Il s'agit d'un déchirement profond, parce que même intuitivement, celui qui en décide, même le pire des hommes, sait qu'il s'agit d'un chemin sans retour. La guerre n'est pas naturelle à l'homme. Aucune raison objective ne peut être invoquée comme rationalité surpassant la volonté humaine. C'est sur cette volonté donc qu'il faut travailler. Travailler à la prévention des conflits devient alors une descente, une réelle descente dans l'histoire d'un homme, dans l'histoire d'un groupe, d'une nation, une descente dans leur conscience. Il est nécessaire de se syntoniser avec leur discernement, avec leur raison. Parce qu'une paix ne s'impose pas, elle se compose. Peur, méfiance, culture du mépris, pathologie de la mémoire, sentiment de victimisation, rancune, tort, tout y passe et tout se tient. Pour réussir à aider, j'ai appris la patience et l'écoute, savoir attendre fidèlement que l'heure vienne, l'humilité afin d'arriver à toucher les cordes profondes, celles qui mènent à la paix. Ce n'est pas chose facile. Il n'y a pas de paix facile, ni de dialogue simple. Il n'y a pas de formule magique, de schéma déjà prêt, de documents concoctés à l'avance. Certes, il faut de l'expérience. Certes, il faut du sens politique, de la connaissance. Mais cela n'est pas assez. Il faut aussi et surtout sortir de soi-même, abandonner toute vision égocentrique pour apprendre l'art de la rencontre. Il ne s'agit pas de se renier, chers amis, ni de renoncer à ses propres convictions. Il s'agit de reconnaître le lien que crée la même aventure humaine. Et il s'agit de reconquérir le sens d'une communauté de destin. Il n'y a pas d'innocents face à un conflit. Tous ont une part de responsabilité. C'est une sagesse qui, pour nous les Européens, monte du terrible chaudron de Auschwitz, qui marque le point le plus bas de notre continent, devant lequel il faut laisser tout orgueil et faire surgir fort, puissant, un désir de paix. Et je pense que cela est une vocation pour l'Europe, Monsieur le Président, celle de la paix dans ce monde. L'amitié avec les pauvres, marque distinctive de la communauté de Sant'Egidio, comme vous l'avez écouté, est cette école à laquelle j'ai appris la relation avec l'autre, avec l'éloigné, le différent,
Servir les derniers est la clé pour arriver à tous. Nul ne peut dire qu'une société qui marginalise, qui sépare, qui exclut, est vraiment une société en paix. C'est pourquoi travailler pour la paix signifie de nombreuses choses, au-delà des accords politiques. Reconstruire le tissu déchiré des banlieues. Le président Chirac a parlé de zones grises. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a une violence diffuse aujourd'hui dans tous nos pays, qui devient un peu la marque de cette époque et qui s'installe dans nos sociétés, même celles qui sont formellement en paix. Mais aussi la rencontre entre générations différentes, l'inclusion des derniers, le dialogue entre les religions, le partenariat entre les continents, et je songe ici tout particulièrement à la relation entre Europe et Afrique, qui doit devenir, je le crois, une mutualité réelle. C'est, en somme, la construction du vivre ensemble. Et je crois que c'est le moment pour honorer devant vous la mémoire de deux jeunes de Sant'Egidio, qui sont un peu les héros de cette construction du vivre ensemble. Je parle de William Quijano, un jeune de 21 ans de San Salvador qui se battait pour que les enfants ne tombent pas dans les gangs, dans les maras, et le faisait étudier avec les autres jeunes de la communauté et a été tué, assassiné l'année passée par les maras elles-mêmes, à 21 ans. Ou alors Floribert, qui travaillait à la douane en RDC et qui a été aussi, lui, tué, lui aussi moins de 30 ans, parce qu'il n'a pas voulu faire passer des cargaisons avariées par la douane. Il les a fait détruire pour protéger la population, des hommes simples, ordinaires, comme tous les gens de Sant'Egidio, honnêtes, qui, par cela même, par ce souci pour les autres, ont été assassinés. L'expérience, cher Monsieur le Président, chers amis, qui se cache dans cet engagement pour l'humain est révélatrice d'une force morale dont le monde a grand besoin. Je veux parler de la force et de l'autorité que possède l'acte gratuit et le fait d'être désintéressé. Dans notre monde contemporain, face à des scénarios de si grands changements, cela est absolument nécessaire. Une force de sympathie et de passion pour l'humain qui soit messagère d'espoir. Souvent la haine s'est glissée et se glisse entre des univers où n'a pas été cultivée la sympathie réciproque et le génie du vivre ensemble. Et cela devient le terrain de culture de violence diffuse. La sympathie change les regards pétrifiés par l'extranéité et le soupçon et pousse à travailler entre monde, peuple, religion et culture, en tissant patiemment le réseau de l'estime et de la courtoisie mutuelle. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce prix qui m'est donné aujourd'hui représente un grand encouragement pour tous les passionnés de paix. Notre monde a grand besoin qu'on lui dise que la paix est possible, que vivre ensemble est possible. Notre destin n'est pas l'affrontement, la peur, la séparation. Il nous faut la sagesse d'un humanisme affiné par la vie. Une foi audacieuse qui sait mesurer et qui a le courage de se mesurer chaque jour avec la douleur des hommes et l'amour pour la vie qui rend expert en humanité. Je vous remercie.